La Chine, vue de loin, belle, exotique et mystérieuse. Chine paisible, religieuse et priante, honorant ses ancêtres. Raffinée et subtile, éprise d'esthétique, respect des formes dans l'art et dans la vie courante. Chine profonde et paysanne, 1 milliard d'hommes et de femmes refaisant les mêmes gestes depuis 5000 ans. Chine laborieuse, coulant dans le temps, restée elle-même à travers sa longue histoire, et qui prépare son avenir. Chine moderne qui s'active, en honorant son passé, comme ici à Taïwan, au mausolée des martyrs. C'est dans ce temple que sont honorés les héros de la guerre sino-japonaise. Véritable panthéon, il abrite un immense autel couvert de tablettes en bois au nom de ces héros. Quotidiennement, quelques centaines d'entre eux reçoivent l'hommage de la nation. Un seul blanc parmi eux, un Belge, Vincent Leb, connu ici par son nom chinois de Lei Min Yan. Les 3 premiers caractères à part du haut sont ceux de Lui Mingyuan, le tonnerre qui chante au loin. Le 4e caractère et le 5e rappellent son héroïsme. Les 3 derniers caractères signifient la place de son âme. L'ensemble des caractères lus du bas en haut veut dire ceci est pour rendre présent l'esprit du héros que fut Lui Mingyuan. Le professeur Chiang Fu-tsung fut le directeur de la Bibliothèque nationale de Chine et le conservateur du Musée national depuis 1937. Il est vénéré par tous comme une grande figure du monde culturel chinois. Pour comprendre la destinée de Vincent Leb, il nous faut remonter au siècle dernier. La Chine se dénomme l'Empire du Milieu, et elle se voit comme le centre du monde. Un monde auquel elle se veut supérieure, par la richesse et l'ancienneté de sa culture. Un exemple parmi d'autres. En 1844, le chef de la diplomatie chinoise fait rapport à l'empereur dans les termes suivants. Les barbares anglais ayant aidé Amadoué, les barbares français et américains sont aussi venus cette année. Je les ai traités de façon à les mettre de belle humeur. Élevés dans des pays étrangers, ces barbares sont incapables de comprendre les choses de l'Empire du Milieu. Difficile à comprendre, mais bon à prendre en tout cas. En effet, le Japon voisin s'empare de la Corée et de Formose. L'Angleterre impose, par les armes, le commerce de l'opium. Suivent les autres nations d'Occident qui s'octroient des concessions dans les grandes villes et les ports. À genoux devant les canons, la Chine impériale et superbe est devenue un marché que se disputent les puissances. Le chemin de fer des Blancs consacre cette colonisation. 1900, c'est la révolte. Son symbole, un poing fermé, le poing de la justice, d'où le nom de révolte des boxeurs. Les Blancs sont pourchassés et les chrétiens chinois sont spécialement visés. 30 000 d'entre eux sont massacrés. Réfugiés à Pékin dans les ambassades, chrétiens, missionnaires et soldats blancs soutiennent un siège de 40 jours, puis sont enfin libérés par un corps expéditionnaire envoyé par 7 puissances occidentales. La position des chrétiens est en effet très équivoque. En plus des concessions territoriales, commerciales et autres que les nations occidentales ont arrachées à la Chine depuis 50 ans, la France
s'est octroyé le droit de protéger les missionnaires de toute nationalité. Dès leur arrivée, les missionnaires relèvent de ce qu'on appelle le protectorat français, dépendance de l'Église par rapport à la France, pourtant bien anticléricale à l'intérieur de ses frontières. Et donc, en cas de litige, pour des questions de terrain, pour des questions de personnes, pour toutes les questions relevant de la sécurité, la juridiction, les missionnaires pouvaient donc introduire leurs plaintes auprès de l'ambassadeur de France, qui les protégeait, qui intervenait, lui, auprès des ministères chinois. Et donc ça ne s'appliquait pas uniquement aux missionnaires français, mais à ceux de toutes les autres nationalités, même si l'Allemagne et l'Italie ont essayé à un moment donné de se soustraire à ce protectorat-là pour l'exercer eux-mêmes. Par conséquent, on peut comprendre dans le contexte politique de l'époque, n'est-ce pas, que ce protectorat français ait été pratiquement indispensable. Mais je crois qu'il a entraîné alors des abus, une conception abusive de la part de beaucoup de missionnaires, n'est-ce pas, qui n'ont pas compris que précisément ils ne devaient pas coloniser la Chine, n'est-ce pas, et y introduire des éléments de la culture française, mais qui devaient au contraire essayer de comprendre la culture chinoise, de l'estimer, et par conséquent de créer une église catholique de Chine qui soit aussi chinoise que possible. Et c'est ça l'intuition du Père Leb, n'est-ce pas? J'accompagnais quelques missionnaires en promenade au Meichan, cette colline qui fait partie des jardins impériaux. Du joli kiosque impérial qui est sur la pointe, on voit tout Pékin, c'est ravissant. Des tours, des pagodes, des toits au nez retroussé dans tous les coins. Mais au milieu de cette petite féerie orientale, une large plaque blanche détonne. Pas jolie, franchement pas jolie. C'est le Pétang, le quartier occidental. Le style et la couleur des maisons, la cathédrale surtout, tout cela est volontairement étranger à la Chine. Ces mots sont de Vincent Leb. Arrivé en Chine au début de 1901, il souffre que son église soit étrangère. Très vite, il prend parti pour les Chinois. Vincent Leb est l'aîné de 7 enfants dans une famille très croyante, où l'idéal d'honnêteté est poussé très loin. Durant ses études, passionné par les mouvements de son époque, il écrira « Je suis pour les critiques et pour les démocrates. Notre siècle a 2 passions, la justice et la vérité. » En premier lieu, il faut quand même souligner le caractère international de son origine. Donc il est né à Gand parce que justement ses parents jeunes mariés étaient à Gand à ce moment-là, mais c'était tout à fait accidentel. En fait, donc la famille s'est établie à Ypres. Le papa était donc originaire de Poperingue, donc une famille flamande d'origine par son père, encore que la grand-mère paternelle était française. D'autre part, la maman, Louise Barrier, était de nationalité anglaise, mais d'origine française. Donc cette origine très internationale dès le début. Et il est vrai qu'il va se passionner, va vraiment s'ouvrir à la culture française, qu'il aimera toujours profondément. Et oui, il dit partir en Chine pour faire aimer Dieu et faire aimer la France, mais à peine arrivé, il écrit sur la guerre des boxeurs. 99% des torts sont du côté des étrangers. On écrase un peuple parce que sa couleur diffère de la nôtre. Nos armées laissent après elles une longue traînée de sang et de fange immonde. Quant à l'Église catholique, elle compte en 1900 750 000 baptisés, 900 missionnaires, 40 évêques blancs et 470 prêtres chinois. Ces derniers y exercent peu ou pas de responsabilité. Leb se veut chinois. Il s'habille à la chinoise et se confectionne une tresse avec les cheveux que sa petite sœur lui a envoyés. Nous sommes ici de fait et d'esprit un corps étranger. Nos chrétientés sont des demi-colonies. Nous sommes en dehors du peuple et nous ne pouvons y entrer. Comme une applique sur un meuble et non comme un levain dans la pâte. Et voici Leb en pleine campagne. Les paroisses se sont étendues et il est toujours en route, heureux de faire connaissance avec le petit peuple, heureux surtout de voir les païens se convertir. L'eau du baptême coule à flot, pourrait-on dire.
Ses progrès rapides dans l'étude de la langue facilitent les contacts. Il enseigne. Il est déjà l'orateur qui plus tard va remuer les foules. Antoine Cotta, son ami de toujours, vient le rejoindre en 1906. Ils se sont connus durant leur séminaire. Cotta est d'une grande intelligence. De père égyptien et de mère autrichienne, il est de quelques années l'aîné de Leb. Père Leb, il se fait ami avec tous, les paysans, les pauvres, les ouvriers, les étudiants, intellectuels. Il se fait ami. Et puis avec son amitié, sa manière de se comporter, il gagne le cœur chinois. Le Chinois, quand il se sent être respecté, il respecte les autres. Et pour exprimer la connaissance avec les autres, il va recevoir ce que les autres peuvent lui donner. Alors, le Père Leb, ce qu'il a, c'est l'Évangile, bonne nouvelle, Jésus-Christ. 1906. Leb est nommé doyen du district de Tientsin. Ville universitaire, riche de son port et de son commerce, Tientsin compte plus d'1 million d'habitants, mais seulement 6 000 catholiques. Leb, pourtant, est tout de suite très occupé. Il a donc, dès son arrivée à Tientsin, pris contact avec les autorités chinoises de la ville, ce qui est tout à fait nouveau. Il a déjà commencé à étudier les classiques chinois. Et donc là aussi, ce sont les circonstances qui vont l'amener à prendre des initiatives, notamment dans le domaine de la presse. Et plus largement, le contact, et c'est ça peut-être ce qu'il y a de plus original dans ce qu'on appellera la méthode de Tientsin, le souci de collaborer à des actions humanitaires avec les Chinois qui ne pensent pas devenir chrétiens, avec donc tout simplement l'élite locale, une collaboration des intéressés, notamment dans le cadre de la Croix-Rouge, dans le cadre de l'aide aux sinistrés lors d'inondations, etc. C'est cela la conversion du Père Leb, c'est que aux attitudes conventionnelles du missionnaire par rapport aux Chinois, il substitue la fidélité à l'accueil du Chinois tel qu'il est. Maintenant, il y a dans sa vie un paradoxe. Il y a d'une part ce souci des pauvres et d'autre part le souci de l'élite. La conversion de l'élite étant une condition de la conversion de l'ensemble du peuple. 1911. Sun Yat-sen renverse la dynastie mandchoue et proclame la République. La Chine se réveille. Le Père Leb entre dans le mouvement. Il ouvre une salle de conférence, puis 2, puis 8. On y parle de l'avenir du pays et de la religion. Quel avenir pour la Chine? Les foules célèbrent la République. Et Sun Yat-sen est proclamé président. Mais il ne dispose pas d'appui suffisant et préfère céder la place à l'homme fort qui règne à Pékin, le général Yuan Shikai. Le pays est divisé. Alors, le Père Leb fait campagne. Aux chrétiens, il dit « Aimez votre pays, c'est cela, être chrétien ». Il dit aux païens « Dieu aime la Chine ». Autrement dit, la religion sauvera le pays. Ceci est un langage nouveau qui touche les Chinois. On publie donc ces conférences, plus de 30 000 exemplaires. Des collaborateurs se joignent à Leb pour parler aux foules. Tout un mouvement se met en marche que les laïcs prennent en main. Parallèlement, il développe aussi l'action catholique, la prise en charge de l'Église par les laïcs, et c'est très nouveau. En Chine, ce l'est tout à fait. En Europe, ça ne fait à peine que commencer, l'action catholique, par les cercles d'études, de ce qui pour la Belgique deviendra la CJB, donc l'Action catholique de la jeunesse belge, mais qui existe déjà en France, la CJF, depuis la fin du 19e siècle. 1914, premier congrès d'action catholique tenu à Tientsin. On y vient de partout. Vincent Leb écrit même aux journaux européens. Il aime la Chine et veut la faire aimer. Lui qui parle déjà tellement aux foules veut leur parler plus encore. Et fin 1915, il fonde un journal quotidien, Li Che Pao, c'est-à-dire le bien public.
Très vite, il tire à 20 000 exemplaires. Il y a même un hebdo pour les femmes. Le génie de Vincent Leeb, c'est de confier la propriété du journal à des Chinois et non à l'Église. Des laïcs, des chrétiens et beaucoup d'autres en sont les rédacteurs. La réputation d'indépendance du journal est immédiate. Il se bat pour la Chine et pour la justice. Aux yeux de tous, grâce au journal,